Des grues partout dans le ciel de Washington. La capitale américaine est un immense chantier où poussent des projets immobiliers plus ambitieux les uns que les autres. Ici, on est loin de la faillite de Détroit, l'industriel. Le cœur du pouvoir américain s'est vite remis de la crise qui avait gelé les projets. Les promoteurs retrouvent le sourire. Ces 9 derniers mois, 1200 résidences d'appartements ont été mises sur le marché. À partir de 2011, on a commencé à voir des capitaux du monde entier affluer sur la ville et se faire la compétition pour obtenir les projets immobiliers. Maison Blanche, Congrès, avec toutes ces administrations et organismes internationaux, Washington rassure les investisseurs. C'est la seule ville des États-Unis qui a continué à créer des emplois pendant la crise. Ces deux investisseurs se disent eux-mêmes surpris par l'ampleur de la reprise économique. Historiquement, Washington n'est pas imperméable à la crise, mais elle n'en subit pas les pires conséquences. Comment tu expliquerais ça, Bruce? Elle ne touche jamais le fond? Elle ne plafonne jamais trop haut, mais ne tombe jamais très bas. On a le taux de chômage le plus bas du pays et ça attire les investisseurs. Et ce dynamisme se traduit dans les commerces et les restaurants. Dans cette seule 14e rue, pas moins de 25 bars et restaurants ont ouvert en un an et ils ne désemplissent pas. Il y a des restos et des bars et de l'économie et vraiment ça tape un peu, vraiment. Et les habitants de Washington n'hésitent pas à dire qu'avec leur résistance à la crise, ils ont bien espoir que leur ville devienne le nouveau New York. Téléphoner coûte 2 fois plus cher en France qu'en Finlande. Dans l'Union européenne, les prix des appels avec un portable varient fortement. De 1,9 centimes la minute en Lituanie à 14,7 aux Pays-Bas. La France est classée en 6e position. Une minute coûte 12,7 centimes d'euros. Je pense que s'il pourrait s'améliorer, parce qu'il y a certaines formules qui sont vraiment inadaptées et qui coûtent cher. Selon la Commission européenne, les écarts de prix entre les pays européens ne sont pas justifiés par des différences de qualité. Cette étude montre que les tarifs sont déconnectés des coûts réels des opérateurs. Mais les chiffres datent de 2011, avant l'arrivée du 4e concurrent en France. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire, mais que justement, avec ce nouvel opérateur qui est arrivé, plus vous faites de concurrence, plus les prix baissent normalement. La Commission européenne devrait faire des propositions à la rentrée pour harmoniser le marché des télécommunications. L'Europe semble vouloir avancer vers un marché des télécommunications européen. Il faut maintenant faire attention à ce qu'on ne s'arrête pas à la simple annonce. Et il faut rappeler qu'il y a des élections européennes en mai 2014 et que si l'Europe veut légiférer, elle doit le faire de manière urgente. Selon l'Union européenne, le marché des télécommunications doit être réformé car les différences de prix en Europe sont beaucoup plus élevées que pour de nombreux autres produits. Une kermesse très particulière. Elle se déroule dans le village d'enfants des copains du monde. Au stand de tir, Mohamed, il a 11 ans et vient du Sahara occidental. Ça va bien avec un français. Avec un français, ça va bien. Ici, 4 continents et 24 pays sont représentés. Il y a des gens qui viennent de Corée Nord, des choses, de Burkina Faso. Jeux, ateliers chant ou musique, les différentes activités proposées favorisent les échanges. Côte à côte, la Corée et le Vietnam. En tout, 180 copains. 40 bénévoles, éclaireurs de France, assurent la logistique. 1000 repas, hein, c'est la moyenne, c'est 500 repas jour. C'est une logistique énorme en tentes, c'est 45 tentes qui sont montées. Une échappée belle pour certains enfants. Fernando a 10 ans, il a vécu le tremblement de terre en Haïti. Il a ravagé notre pays, des maisons sont écrasées, on a perdu beaucoup d'envies humaines. Au moment de la distribution des vêtements, les visages s'illuminent.
Là, la délégation des enfants réfugiés sahraouis, ils arrivent, ils sortent de l'avion, ils ont un sac avec rien, tel qu'ils arrivent du désert. Donc là, on les rhabille complètement. C'est que de la satisfaction, quoi, de voir que eux sont heureux et puis c'est utile ce qu'on fait. Ce séjour sur la côte d'Opale, c'est aussi l'occasion pour le Secours populaire de mettre en avant les droits de tous les enfants. Yamdrok-Yumso est situé à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le lac San dans la préfecture de Shannan du Tibet est le plus grand lac intérieur au nord de l'Himalaya. Le paysage est vraiment beau et on est entouré de montagnes. C'est un endroit très mystérieux. La zone est en fait plus verte ces dernières années, une bonne nouvelle pour les touristes et les locaux. Cet homme vit dans un village au pied des montagnes. Il a constaté le changement climatique au cours des années. Le temps est devenu beaucoup mieux pour nous. Il pleut beaucoup plus, donc c'est bon pour le lac et c'est bon pour les récoltes aussi. Avoir une exploitation à haute altitude est difficile et il y a moins de rendement. Mais juste quelques jours supplémentaires de chaleur peuvent faire une grande différence pour la récolte. Mais cela ne va pas sans effet négatif. À 2 heures du lac, le glacier Korala, au nord de l'Himalaya. Il atteignait autrefois le bord de la route. Dans les années 90, les gens pouvaient avoir une vue très proche depuis leur voiture. La température a augmenté de 0,3 degrés tous les 10 ans depuis 50 ans. C'est près de 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. Le nombre croissant de touristes et d'émissions de véhicules a aussi affecté le glacier blanc. La préfecture de Sigadze abrite l'Himalaya. La fonte du glacier est un grand problème, mais il est causé par le réchauffement mondial et nous sommes limités dans nos actions. Dans le futur, nous contrôlerons mieux le tourisme et réduirons l'influence humaine sur la nature. Alors que le réchauffement pourrait profiter à quelques-uns, ces dégâts sont réels. L'activité humaine est le moteur du processus et changer les choses sera un processus long et difficile. Ce petit champignon de forme bizarre vaut 3 fois le prix de l'or. Et d'un coup, de nombreux Tibétains qui d'ordinaire étaient hébergés depuis des générations étaient assis sur une mine d'or. Le prix est si élevé et si sensible que les négociants se l'échangent secrètement. Un sac de champignons en échange d'un sac d'argent liquide, c'est plus de 100 000 yuan par kilo. Depuis 10 ans, Segen Douadji ramasse ses champignons et les vend au centre commercial local. Aujourd'hui, il est devenu millionnaire, a acheté des villas à Lhasa et a envoyé ses enfants à l'étranger. Le champignon existe sur le plateau depuis des milliers d'années et personne ne s'en préoccupait vraiment. Mais il y a 20 ans, des gens dans l'est de la Chine ont soudainement commencé à croire qu'il pouvait être utilisé comme médicament pour guérir le cancer et booster les performances sexuelles. Les prix n'ont fait que grimper depuis. À sa maison, le coffre-fort est aussi haut que le réfrigérateur et il est rempli d'argent et de champignons. Des millions de yuan, cela est assez pour qu'il puisse acheter 2 autres villas à Lhasa. Presque tous les bergers près du site de la récolte ont rejoint cette ruée vers le champignon. Pour ne pas casser les champignons, ils utilisent des pelles pour extraire le petit champignon de la terre. Les herbes sont déracinées à une telle altitude, il faut des années pour que les plantes repoussent. Avec la récolte intensive, les reportages montrent que certaines zones sont presque vides. Cela déclenche de violents conflits concernant les territoires qui parfois sont mortels. Le système écologique du plateau tibétain est très vulnérable. Tout dégât au système peut causer des conséquences irréversibles. Donc nous avons envoyé une équipe spéciale pour nous assurer que ceux qui récoltent recouvrent la zone qu'ils ont perturbée avec de l'herbe pour que le champignon repousse l'année prochaine. Et nous leur demandons de ne récolter le champignon que lorsqu'il est mûr. C'est de l'argent facile et rapide, mais est-ce une bénédiction ou une malédiction? Pour des millions de Tibétains, la folie du marché pour le champignon chenille refaçonne leur vie et le paysage.
On raconte que le doyen de Gorbio aurait 300 ans et qu'on ne peut pas le rater en arrivant sur la place. Effectivement, il en impose le vieil orme. 3 siècles déjà qu'il observe la vie des habitants, un monument végétal, la fierté de tout un village. Ah ben l'arbre, dit on y tient, l'arbre depuis qu'il est là, c'est l'âme de Gorbio. Hein. Là on a vu l'arbre, parce que s'il pourrait parler, il en dirait des choses. Hein. Du bon et du mauvais. Car c'est bien sous l'arbre que l'on palabre, que se prenaient les grandes décisions par le passé. Depuis sa plantation en 1713, l'orme a toujours été un lieu de vie. Avant, c'était le soir. On prend le frais, on disait. Et c'est sous l'orme que, quand il y avait les paysans, ils allaient vendre sur le marché de Beau-Soleil, le soir, l'orme était plein de corbeilles, plein de légumes. S'il est aujourd'hui classé parmi les 100 arbres les plus remarquables de France, c'est parce que l'orme de Gorbio est un miraculé. Il a traversé le temps en échappant à un champignon qui a décimé les ormes à partir du XXe siècle. S'il est vivant, c'est tout simplement parce qu'il n'a plus de cœur. Enfin, il n'a plus de cœur. Il a une âme, mais il n'a plus le centre. Il vit sur l'aubrée. Il est creux, ce qui le rend ce qui lui donne un côté un peu magique, un peu légendaire comme ça. Un arbre légendaire, 3 fois centenaire, cela vaut bien un anniversaire. Début septembre, Gorbio fêtera son orme. On raconte que les villageois apparaîtront en habit d'époque. L'endroit le plus haut du monde. Pendant des décennies, le mont Komolangma a inspiré l'humanité et nourri son désir d'aller toujours plus haut. Des centaines de personnes ont foulé le versant nord et des milliers d'autres ont laissé leurs marques plus bas dans la montagne. Pour comprendre les retombées du changement climatique, il faut se rendre au monastère de Rongbuk, à 10 km du camp de base et sur la rivière Rongbuk. Les experts ont ces dernières années noté la montée du niveau de la neige et le retrait des glaciers. Un des moyens de constater ce phénomène est de se rendre à la rivière Rongbuk, située au pied du mont Komolangma. Le niveau de l'eau augmente, ainsi que celui de la pollution. Présent depuis plus de 30 ans, Ngawang Gongag détaille les changements qu'il a observés. Quand je suis pour la première fois venu ici dans les années 70, les montagnes étaient beaucoup plus couvertes de glace et de neige. Aujourd'hui, je ne peux voir la neige que sur certains pics, le reste des versants est jaune et rocheux. Les récentes études ont montré que les glaciers du plateau tibétain ont reculé d'au moins 6600 km² en 40 ans. Les glaciers qui reculent le plus vite sont ceux de la zone entourant le mont Komolangma, à un rythme annuel de 10 à 15 mètres. La hausse du niveau des eaux est l'un des effets de cette fonte sur le court terme. Mais sur le long terme, les sources de nombreuses rivières vont s'assécher au fur et à mesure que la glace et la neige fondent. Le Kappa Tsering attribue cela à 2 facteurs. Je pense que le réchauffement climatique et la hausse du nombre de touristes provoquent l'accélération de la fonte de la neige. Avant, on comptait 1 millier de touristes par mois. Désormais, c'est 1 millier par jour. La montée du tourisme constitue une pression sur l'environnement naturel, avec son lot de déchets, qui certains jours se monte à 60 bennes. La Chine a lancé une campagne de nettoyage de la zone en 2009 et interdit aux véhicules privés de se rendre directement au camp de base. Mais alors que les touristes continuent d'affluer, la mission se révèle ardue. Nous avons installé plusieurs poubelles en bas et tous les déchets en dessous de 6500 mètres sont transportés par yak. Nous avons également interdit les véhicules privés et nous utilisons des bus propres. En plus de ces mesures concrètes, Tsering affirme que les touristes doivent être sensibilisés à la protection de la nature. « 7 heures, les premiers rayons du soleil éclairent le refuge de Chézery. Les randonneurs sont déjà prêts à partir. Nous partons sur Morgin, vers Chalais-Neuf, au-delà de Morgin. C'est notre plus longue étape aujourd'hui, c'est pourquoi il ne faut pas nous mettre en retard. Pas de temps à perdre en effet pour ce petit groupe d'amis de Béthune, dans le Pas-de-Calais, qui s'offre une semaine de vacances pour effectuer à pied le tour des Portes du Soleil, l'un des plus grands domaines skiables d'Europe. 10 à 15 km par jour, autour de la frontière suisse. Les dents du midi et l'hiver blanc.
À 2000 mètres d'altitude, l'air se fait rare, le souffle est court, mais au détour d'un chemin, la récompense. Même si on a du mal, on est toujours très très heureux quand on arrive en haut, on oublie tout. On vient d'un pays plat, hein, donc on est content de voir quelques montagnes. Mais attention de ne pas se laisser distraire par la beauté des paysages. Vous êtes perdu là? Non, on n'est pas perdu, mais bon. Un rapide coup d'œil sur la carte permet de retrouver très vite sa route au milieu de ces alpages. L'hiver, ces pentes sont fréquentées par des milliers de skieurs. L'été, elles représentent un paradis pour les passionnés de nature. L'hiver, on est là pour skier. Ici, l'été, c'est plus la contemplation, c'est plus les photos, c'est partager un peu les difficultés et partager le paysage, la flore, parce qu'en ce moment, on a la chance, on a beaucoup de fleurs. Donc ici, on retrouve de l'antilide vulnéraire. Et c'est l'une des 50 plantes qui servent à la confection de la chartreuse. Entre monts et vallées, ainsi se poursuit la semaine de randonnée. Dans quelques jours, nos amis retrouveront leur plat pays. Les jambes seront certes un peu lourdes, mais la tête chargée de superbes souvenirs. Il vous entraîne dans un tourbillon de sensations. Les parcs d'attractions font le plein avec cette belle météo estivale. C'est familial, c'est convivial, c'est dans la forêt, donc c'est tout ce qu'on aime, la nature et puis des petites attractions pour bien profiter de la journée, donc c'est super. Les 35 manèges de ce parc situé au cœur de la forêt vosgienne séduisent à tout âge. Et offrent même à certains qui n'ont pas ou peu de congés l'impression d'une journée de vacances. Faire une petite sortie comme ça pour couper de la semaine, même en temps de travail, ça fait du bien. J'ai que 3 jours de vacances, donc du coup on reste dans le coin et puis on fait ce qu'il y a à faire autour, les jolies choses qu'on fait pas le reste de l'année. En ce moment, 4000 visiteurs viennent ici tous les jours se plonger dans une atmosphère western. Les 2 mois d'été sont ceux où la fréquentation dans les parcs d'attractions est la plus importante. 80% de notre saison se fait entre le 14 juillet et le 25 août, donc pour nous c'est très très important. Avec la chaleur, les files d'attente pour les manèges égalent la queue devant le vendeur de glace. Bah ouais, il fait tellement chaud aujourd'hui, il doit faire 35, donc ça rafraîchit un peu. Pour trouver de la fraîcheur, les plus malins se dirigent aussi vers les nombreux jeux aquatiques. On est vraiment trempés et ça rafraîchit. Frissons, adrénaline et divertissement, cette formule attire tous les ans 70 millions de visiteurs dans les parcs d'attractions français.